À Brest, près de 24 heures après cette soirée d'étudiants qui a tourné au cauchemar, l'organisateur a été placé en garde à vue. 2 étudiantes sont mortes étouffées, plusieurs blessés graves lors d'une bousculade devant le parc des expositions. Drame familial à Strasbourg. Le père a avoué cet après-midi avoir assassiné sa femme et ses 2 petites filles, dont les corps ont été retrouvés calcinés hier. L'homme a tenté de se suicider en se jetant par la fenêtre du commissariat ou peut-être de s'évader. État de vigilance dans la Somme, les eaux montent, gonflées par les pluies, mais les autorités locales ne sont pas inquiètes. Les travaux sur les berges permettent de canaliser les cours d'eau. Et puis ouverture dans quelques heures des Jeux Olympiques d'hiver à Salt Lake City. Une fête spectaculaire marquera le lancement de cette manifestation, retransmise bien sûr sur France Télévisions, et ce pendant toute la durée des Jeux. Une inconnue pour l'instant, qui portera la flamme olympique. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est incontestablement l'événement sportif de ce début d'année. Les Jeux Olympiques de Salt Lake City s'ouvriront donc dans quelques heures, sous un froid polaire. Mais les spectateurs par dizaines de milliers se sont équipés pour ne rien rater de la fête. 77 délégations, plus de 2300 athlètes à la parade, en présence de George Bush et du secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan. Un spectacle aux accents patriotiques après les événements du 11 septembre dernier. Les derniers préparatifs, Florent Gautreau, Alain Poirier. Depuis hier, Salt Lake City n'en finit plus de s'enflammer. Et à quelques heures de la cérémonie d'ouverture, les derniers privilégiés se passent le relais. Pour eux, les Jeux ont déjà commencé. Devant le Parlement local, une cérémonie miniature et dans la nuit, une invitée de dernière minute, la neige. Elle tombe à point nommé et ne perturbe pas les habitants de l'Utah, habitués aux caprices du ciel. Le Rice-Eccles Stadium s'apprête à accueillir le premier acte des 19e Jeux d'hiver avec un héros en tissu bien dissimulé pour l'heure dans cette caisse en bois. Le drapeau américain qui a flotté sur les ruines du World Trade Center. Il sera accompagné tout à l'heure par 8 athlètes et 3 policiers new-yorkais. Je suis vraiment très honoré, très heureux et très fier que le drapeau du World Trade Center soit présenté à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture. Les dernières répétitions ont eu lieu hier. La cérémonie sera bien sûr avant tout marquée par l'hommage aux victimes des attentats, mais les 4000 figurants vont aussi célébrer l'Ouest américain et la fraternité olympique. 2500 athlètes de 77 pays vont défiler devant 50 000 spectateurs. Au village olympique, l'équipe de France de bobsleigh est déjà prête. C'est là où on rentre dans l'arène, où on rentre dans ce stade et où on ressent vraiment tout je dirais toute cette joie et tout. On peut aussi tous remémorer un peu le travail qu'on a fait pour atteindre ces 4 ans et cette Olympiade. Il reste maintenant une question, qui va allumer la flamme olympique? On a parlé d'un pompier américain ou de l'ex-maire de New York, Rudolph Giuliani, mais hier, les organisateurs ont affirmé que le choix avait été fait avant les événements du 11 septembre. C'est en tout cas un secret bien gardé, puisque seulement 5 personnes connaissent l'identité de l'heureux élu. Et bien sûr, nous reviendrons largement sur le début de ces Jeux Olympiques en fin de journal avec tous nos envoyés spéciaux. En France, plusieurs faits divers tragiques ont marqué ces dernières 24 heures. D'abord, cette fête étudiante qui tourne au drame hier soir à Brest. Une gigantesque bousculade devant la porte du parc des expositions a provoqué la mort de 2 jeunes femmes étouffées par la foule, plusieurs blessés graves. Il s'agissait d'une soirée privée. Les étudiants étaient venus nombreux à la veille des vacances universitaires. Reportage Jacques Deveau, Gabriel Camilla. Il est près d'1 h du matin. À l'intérieur du hall de la Pinfeld, la fête bat son plein. Dehors, plusieurs centaines de jeunes attendent de pouvoir entrer. À bout de patience, ils se mettent à pousser pour accéder à la salle. Dans la file d'attente, les premiers rangs sont écrasés contre les portes closes. 2 étudiantes vont trouver la mort. On relèvera une vingtaine de blessés, dont 2 dans un état grave. Il n'y a pas d'os cassé, il n'y a pas de fracture. C'est uniquement des gens qui ont souffert par ce qu'on appelle chez nous par hypoxie, par manque d'oxygène au niveau des organes et particulièrement au niveau cérébral qui est le plus toxique. La surfréquentation serait à l'origine du drame. Les organisateurs attendaient 2500 personnes. Le service d'ordre était prévu en conséquence. 15 agents de sécurité et 2 maîtres chiens. Mais selon les témoins, le public était bien plus nombreux. C'était plein. Il n'y avait pas assez de monde. Enfin, de surveillance, on n'avait pas assez. Il y avait 4 videurs. Pour combien de personnes en gros? 4000.
Des propos confirmés par le procureur de la République au cours de l'après-midi. Le nombre de personnes qui sont venues à ce spectacle était largement trop important par rapport aux capacités de la salle. Et à partir de là, le service de sécurité a certainement été débordé. Le directeur de la société organisatrice du spectacle a été placé en garde à vue et la billetterie saisie. Son analyse permettra de vérifier si la surfréquentation est bien à l'origine du drame. Je vous propose maintenant, pour mieux comprendre les circonstances de cette tragédie, d'écouter les témoignages de ceux qui étaient présents à cette soirée étudiante. Tous s'accordent à dire que le service d'ordre était insuffisant, que l'organisation était bancale. Dorothée Cochard, Jean-Yves Blanc. Elle est venue rechercher ses affaires. Céline a 19 ans et c'était sa première soirée étudiante hier soir. Elle fait la queue pour rentrer et tout à coup elle se retrouve précipitée par terre. Elle perd sa chaussure, elle perd son col, elle perd son sac. Moi j'ai été pris dans la foule et en fait je suis tombée par terre. Et donc j'ai essayé de me protéger la figure parce que bon j'étais au milieu de... En fait j'étais vraiment au milieu quoi. J'étais là et j'ai essayé de me protéger la figure parce que j'ai reçu des coups partout, j'ai des contusions partout sur tout le corps. Caroline, elle, s'en est bien sortie hier soir. Il pleut, plusieurs centaines de jeunes gens attendent depuis plus d'une heure, ils commencent à pousser. 4 portes d'entrée sur 6 sont fermées et de manière évidente, la sécurité n'est pas à la hauteur. On était vraiment comme dans un entonnoir et après je pense qu'ils n'étaient pas assez nombreux, peut-être qu'on est tous arrivés en même temps, à la même heure. Ils n'étaient pas assez nombreux pour nous contenir, il devait être 6 aux portes alors qu'ils auraient dû être au moins le double. Je ne sais pas combien on était dehors mais on était peut-être 1 millier dehors. Corentin, lui, était déjà à l'intérieur. Il ne s'est rendu compte de l'ampleur du drame que lorsque la fête s'est arrêtée. Ils ont commencé à faire des appels pour demander aux gens qui avaient des brevets de secouristes ou d'intervenir dehors s'ils le pouvaient. Et, il y a quelques personnes qui sont allées, ils ont fait un appel dans la salle, ils ont arrêté la musique. Et là, vraiment, on se rendait compte que ça n'allait pas. Après, c'est la valse des secours. Les pompiers utilisent des lances à eau pour disperser la foule. Le SAMU soigne les plus touchés. Ce soir, tous les étudiants se disent choqués. 2 de leurs camarades sont morts et 2 sont encore dans le coma. À Strasbourg, le père est passé aux aveux. C'est bien lui, dans un accès de folie, explique-t-il, qui a assassiné sa femme et ses 2 petites filles qui ont été retrouvées brûlées dans leur voiture hier. Christophe Nédart, Sylvain Gauthier. L'homme a fini par tout avouer. C'est bien lui qui a assassiné sa femme et ses 2 enfants, âgés de 5 et 7 ans. Les faits remontent à mardi soir. Ce chômeur d'origine turque emmène sa famille sur ce petit chemin de la forêt du Neuhof à Strasbourg. Une dispute éclate, le mari assomme sa femme, l'enferme avec ses enfants dans sa voiture et met le feu. Tous 3 meurent carbonisés. Ce père de famille de 28 ans affirme avoir été victime d'un coup de folie. Une version des faits qui n'a pas convaincu le procureur de la République. Nous disposons actuellement d'indices graves et concordants qui nous permettent de dire, selon notre appréciation juridique, qu'il y a eu meurtre avec préméditation, c'est-à-dire assassinat, chef pour lequel nous ordonnons l'ouverture d'une information ce soir encore. La nuit dernière, lors de son interrogatoire, l'homme s'est jeté du 2e étage des locaux de la police judiciaire. Tentative de suicide ou évasion manquée, nul ne le sait pour l'instant. Ce père de famille devrait être rapidement mis en examen pour assassinat. Et en Moselle, une autre affaire particulièrement éprouvante. Une enfant de 3 ans a été retrouvée auprès des corps d'un couple et d'un bébé assassiné 10 jours auparavant. La fillette a réussi tout ce temps à survivre dans cet appartement où s'est produit le drame. Une enquête bien sûr a été ouverte. Thomas Dandois. Les corps du couple et de leur bébé de 18 mois ont été retrouvés dans l'un des appartements de cet immeuble. C'est l'odeur qui a alerté les voisins. D'après les premières constatations du médecin légiste, la mort remonterait à plus de 10 jours. Près de 2 semaines pendant lesquelles une fillette de 3 ans et demi a dû survivre seule au milieu des corps. L'enfant, né d'une première union de la mère, s'est nourrie avec tout ce qu'elle trouvait dans l'appartement, des biscottes, des bonbons. Elle est aujourd'hui hospitalisée. La jeune enfant survivante n'a pas été entendue et ne le sera pas dans un délai trop rapproché. Elle a pu simplement expliquer qu'elle attendait que sa maman et les adultes se réveillent, pensaient qu'ils dormaient.
Près des corps du jeune couple et de leur bébé, une carabine 22 long rifle munie d'un silencieux a été retrouvée. L'appartement était fermé de l'intérieur. Les enquêteurs semblent donc privilégier ce soir la thèse du drame familial, 2 homicides suivis d'un suicide. Et à l'instant, selon des sources proches de l'enquête, on apprend que le père de famille serait l'auteur de cette tuerie. Il aurait donc tué sa compagne et leur bébé avant de retourner l'arme contre lui. Alerte dans la vallée de la Somme après les inondations du dernier printemps qui ont traumatisé les habitants. Aujourd'hui, les pluies de ces derniers jours ont gonflé les nappes phréatiques. Les eaux montent, mais on est loin pour l'instant des inondations de l'an passé car les travaux d'aménagement des berges ont été réalisés et semblent démontrer leur efficacité. Reportage Christelle Bertrand, Philippe Ludier. La dérision, c'est un des moyens qu'a trouvé Gérard pour conjurer le mauvais sort. Bon, eh bien, on ne m'a pas mis de papier dans ma boîte à lettres. Donc je ne suis pas averti de ce que les inondations risquent de recommencer. Le niveau de la flotte, il y a 10 mois, l'eau est montée jusqu'ici. Depuis, Gérard n'habite plus chez lui. Ses meubles sont stockés dans le garage. Tout ça, ça baignait dans le jus jusqu'ici. Sa maison est encore en travaux, alors quand on lui dit que les inondations peuvent recommencer, il prend cela avec fatalité. C'est bon, hein. On nous avertit ce matin qu'il faut s'attendre au pire. Bon, c'est vrai que c'est de la faute à pas de chance. Bon, d'un autre côté, on sait qu'il y a eu des marées importantes la semaine dernière, par exemple. Enfin, moi, je ne constate pas que l'eau monte dans la rivière du Doigt particulièrement. L'année dernière, cette petite rivière affluent de la Somme a envahi le quartier. Hier, le débit du fleuve a atteint le même niveau. Mais l'eau ne déborde pas ici, le pont a été reconstruit et la rivière élargie. Les travaux d'urgence semblent donc efficaces. Actuellement, c'est de l'observation et de la sérénité aussi. Et puis des dispositions qui nous permettraient d'intervenir très rapidement si nécessaire. Pour l'instant, il ne pleut plus. Il reste de la marge à la rivière. La Somme s'écoule normalement. À Abbeville, l'heure est à la vigilance, pas encore à l'urgence. Un gardien de la paix, Ripoux, a été placé en garde à vue. Il est soupçonné d'avoir donné des informations confidentielles à un trafiquant de drogue présumé. D'après les premières informations de l'enquête, ce policier menait un train de vie peu en rapport avec son salaire. Jérôme Soulard, Julie Benzoni. On croyait cette forteresse inviolable, imperméable. Le GIC, groupement interministériel de contrôle, le service officiel des écoutes téléphoniques de l'État, vient pourtant de découvrir une taupe, un policier Ripoux en son sein. Nasser, 35 ans, gardien de la paix, était affecté aux écoutes. Contre rémunération, il aurait averti des dealers faisant l'objet de contrôles téléphoniques. Autre bizarrerie administrative, le brigadier était déjà connu des services de police, mais pour vol avec violence. Pourquoi donc a-t-il été nommé dans ce service si sensible? Vu le poste de responsabilité qu'on lui a donné, vu ce qu'il occupait, ben il a le droit, comme tout citoyen, à une présomption d'innocence. Après, les gens qui l'ont affecté ou les fonctionnaires qui l'ont affecté dans ce poste-là auraient pu regarder s'il y avait un passé ou pas un passé. Quand un voleur, je vous dis, rentre dans la police, voilà ce que ça peut donner. Alors je veux bien qu'on donne des chances à tout le monde, mais voilà le résultat. Alors il faut être extrêmement prudent, c'est quand même pas un métier comme les autres. Il ne s'agit pas de condamner non plus systématiquement quelqu'un qui a fait une erreur, mais la preuve aujourd'hui est que ce genre d'erreur ne doit pas intégrer les rangs de la police. Dénoncé il y a un mois, Nasser a été discrètement surveillé par l'IGS, la police des polices. Contre quelques doses de stupéfiants, il renseignait donc des trafiquants sur les écoutes en cours les concernant. Père de famille, le gardien de la paix originaire d'une cité sensible de Douai a été déféré ce soir au parquet. Les enfants du divorce dans des cas extrêmes, enlevés par l'un des deux parents. C'est le cas de cette fillette de 7 ans qui a été kidnappée par son père il y a 3 ans. Tous deux vivaient au Canada. La mère qui habite la région de Nantes a retrouvé son enfant grâce à un concours de circonstances que nous raconte Valérie Fournier. Fière de son combat et heureuse de retrouver sa fille kidnappée il y a 3 ans par son ex-conjoint. Ma fille, c'est toute ma vie. Sarah l'a reconnue malgré le temps. Les retrouvailles ont eu lieu loin des caméras. Je l'ai juste prise dans mes bras, comme vous pouvez le voir sur la photo. Nous étions bien, toutes les deux, vraiment très bien. Il n'avait pas le droit. Personne n'a le droit, ni un père ni une mère, de kidnapper des enfants.
Le père de Sarah était recherché au Canada pour enlèvement d'enfants en France. Et c'est par hasard que son arrestation a eu lieu, lors d'un banal contrôle routier, car Sarah ne portait pas la ceinture de sécurité. La chance a tourné du mauvais côté pour moi. J'espère maintenant que ma fille sera bien traitée. Sarah ne parle plus français aujourd'hui. Alors âgée de 3 ans sur ces images, l'époque de l'enlèvement, elle va également retrouver en France sa petite sœur Eva. Quant à son père, détenu au Canada jusqu'au 19 février, la France va demander son extradition pour pouvoir le juger. Des incidents survenus il y a quelques semaines dans une station de sport d'hiver provoqués par des jeunes originaires de cités sensibles. Ces incidents inquiètent les responsables. Du coup, ils ont décidé de mettre en place des mesures préventives comme à Orsières-Merlette dans les Hautes-Alpes. Une initiative pour parer à toute éventualité qui pourrait s'étendre si elle s'avère efficace. Loïc Delamornay, Sylvain Daubat. Messieurs, bonjour. Gendarmerie. Oui. On nous a signalé des vols de ski. Oui. Nous allons procéder au contrôle de ce genre de modèle. En montagne comme sur l'autoroute, c'est la même chose. L'uniforme bleu veille. Ouais, c'est parfait. Dans cette station, le vol de ski représente 30% des délits. C'est pas cela. Hein. Orsières-Merlette, 800 habitants à l'année, mais 16 000 en haute saison. Pour prévenir tout débordement, gendarmerie, police municipale, commerçants et hôteliers ont élaboré une charte de prévention. Ensemble et en permanence, ils sondent les futurs arrivants. On vient pour savoir pour la semaine prochaine. Une fréquentation en collectivité de groupe qui viennent principalement sur la semaine prochaine de la région marseillaise et de la région Rhône-Alpes. On n'a pas de problème de clientèle annoncée. Pour l'heure, ce mur tagué sera le seul signe de délinquance sur le chemin des patrouilles. Dans la pratique, ce sont tout simplement des petites bagarres entre quelques personnes et en aucun cas des phénomènes de groupe comme on peut l'entendre dans le cadre de violences urbaines. La nuit, les forces de l'ordre sont de sortie. Concerts, spectacles de rue et fréquentation assidue des salles de jeux vidéo. Toujours les petits soucis de vol de portable, des choses comme ça. Voilà, toujours des trucs pareils. Récemment, au mois de décembre, là, on m'a dérobé la caisse. Donc pareil, gendarmerie, en 2 heures, 2 temps et 3 mouvements, c'était réglé. Donc c'est vrai qu'il y a quand même des petits soucis. Les jeunes, eux, n'ont pas l'impression de ressentir, ni a fortiori de provoquer la moindre insécurité. Il y a toujours une insécurité, donc un minimum, et plus elle est retransmise par les médias, et plus on en a peur. La station recense moins de 100 délits chaque année et même le nom de ces pistes est rassurant. La conférence des parlements de l'Union européenne contre le blanchiment d'argent sale, c'est une première. Cette réunion se tenait aujourd'hui à Paris. Pour l'instant, une déclaration d'intention qui marque bien la volonté unanime des pays européens de se battre contre ces capitaux d'origine suspecte. Pour sa part, Lionel Jospin demande que l'on passe aux actes, un combat qui doit être mené à l'échelle planétaire. Nous écoutons le Premier ministre. Le monde d'aujourd'hui offre d'innombrables possibilités de recyclage de l'argent du crime. Certains centres financiers ne prospèrent que grâce à l'anonymat qu'ils garantissent à l'argent douteux. Les déclarations générales de participation à la lutte contre le blanchiment sont parfois peu suivies des faits lorsque des intérêts économiques sont menacés. J'appelle donc aujourd'hui, avec vous en quelque sorte, à une mobilisation générale contre le blanchiment. Et à l'Élysée, Jacques Chirac recevait les présidents africains venus participer au NEPAD, c'est-à-dire le nouveau partenariat pour le développement en Afrique. Le président de la République a estimé que l'aide internationale décline de façon inacceptable sur ce continent. Parmi ces présidents se trouvait le chef d'État égyptien Hosni Moubarak. Sa présence à Paris a été l'occasion pour les militants de différentes associations d'adresser une lettre ouverte au chef d'État égyptien, des signatures illustres et une manifestation place de la Concorde pour protester contre la condamnation d'homosexuels égyptiens qui ont été emprisonnés pour leur seul comportement sexuel. Vincent Nguyen, Daniel Lévy. Reçu ce matin à l'Élysée avec d'autres chefs d'État africains, Hosni Moubarak vient parler de développement économique et de partenariat. Il n'entend pas les cris venant de la place de la Concorde. C'est un groupe de militants gays, ils ne sont pas bien nombreux. Leur manifestation n'est pas autorisée et les forces de l'ordre interviennent. Nous sommes rassemblés à un endroit pour manifester notre opposition à la chasse aux homosexuels actuellement en Égypte. Nous aimerions que M. Moubarak nous entende. Demande d'autorisation de manifestation.
Ce qu'il reproche au président égyptien, le voilà. La condamnation récente de 23 hommes par la Haute Cour de sûreté de l'État. Leur faute, être soupçonnés d'homosexualité. Leur peine, 1 à 5 ans de prison. Enchaînés, entassés dans une cage et se cachant le visage pour épargner la honte à leur famille, ils ont mis plusieurs mois à être jugés. En France, ces images ont choqué. Particulièrement le musicien Jean-Michel Jarre, qui a écrit une lettre ouverte à Hosni Moubarak, accompagnée des signatures de plus de 5000 personnes, dont une soixantaine de célébrités françaises. Je trouve que l'Égypte est un pays que je connais assez bien, mais aujourd'hui, moi, ce qui me révolte dans cette histoire, c'est que ça ne concerne pas seulement le problème des gays ou des homosexuels, c'est une atteinte des droits de l'homme directe, et donc ça concerne chacun de nous. Hosni Moubarak peut gracier ces 23 homosexuels ou supposés, mais trouvera-t-il un intérêt à le faire? Certains analystes estiment que ce procès, très populaire en Égypte, lui a permis de détourner l'opinion des problèmes économiques du pays et d'occuper le terrain des islamistes. Nouvelle arrivée de 28 prisonniers sur la base américaine de Guantanamo, et ce au moment où le président américain a annoncé que la Convention de Genève serait appliquée aux talibans, mais à aucun détenu du réseau Al-Qaïda, contrairement aux demandes du CICR. En France, ces derniers mois, on a parlé d'un certain retour à l'antisémitisme, et c'est dans ce contexte que le ministre de l'Éducation a décidé de diffuser dans tous les lycées de France le film Shoah de Claude Lanzmann, un DVD qui a été visionné par des élèves du lycée Buffon à Paris en présence de Jack Lang et du cinéaste, l'occasion d'un débat. Reportage Laetitia Legendre, Dominique Bonnet. De la Shoah, ces lycéens ne connaissent que ce qu'ils ont appris dans leurs livres de cours ou les films comme La vie est belle. Ce matin, c'était avec Claude Lanzmann, le réalisateur de Shoah, qu'il prenait une leçon d'histoire. La projection d'un DVD avec des extraits de son film et ses explications sur la façon dont il a réussi à obtenir les témoignages de certains SS. Vous voulez savoir pourquoi il a accepté? Parce qu'il a été payé. Je l'ai payé. Ça a compté beaucoup. J'ai payé à peu près tous les nazis qui sont dans le film. Ce DVD va être distribué gratuitement à tous les lycées de France. Objectif pour l'éducation nationale, encourager le devoir de mémoire. On est une génération qui peut encore voir des anciens déportés et comprendre bien ce qui s'est passé afin de leur transmettre peut-être à nos enfants. Et les films permettent aussi de cadrer ce qui s'est passé. Un nouvel outil pédagogique pour transmettre aux jeunes générations cette page douloureuse de l'histoire. Pour leur apprendre tout simplement ce qu'est l'Holocauste, la Shoah. En l'an 2000, seuls 13% des jeunes âgés de 14 à 18 ans savaient réellement ce que ces termes signifiaient. Une première dans les relations franco-allemandes, les présidents des régions socialistes et les ministres-présidents des Länder se rencontrent à Berlin. À la tête de la délégation française, Jean Peluchon, qui a été reçu avec ses collègues par Gerhard Schröder. Un thème à cette rencontre, le fédéralisme, qui donne en Allemagne toute liberté aux régions pour légiférer dans de nombreux domaines, dont celui de l'éducation. Patrice Ramden. C'est à la fois anecdotique et révélateur. En France, pays centralisé, les autoroutes convergent en étoile vers Paris, alors qu'en Allemagne, pays décentralisé, elles quadrillent l'ensemble du territoire. Cette animation est symptomatique de l'organisation à l'allemande, où les régions sont souveraines, notamment pour la culture, la sécurité et l'école. À Potsdam, capitale du Brandebourg, le ministère de l'Éducation définit les programmes scolaires pour l'ensemble de la région, avec toujours une obsession: tenir compte des particularités locales. Prenons l'exemple des cours de religion. Dans le Brandebourg, il n'y a que 25% de chrétiens et nous avons décidé de tenir compte de cela. En conséquence, nous avons remplacé le cours traditionnel dispensé par des professeurs reconnus par l'Église par un cours qui aborde toutes les religions mais sous un angle plus philosophique. À l'évêché, dont les prises de position ne font pas toujours l'unanimité, il suffit pour s'en convaincre de regarder la façade, cette décision provoque une levée de boucliers. Le cours de religion, tel qu'il est dispensé dans le Brandebourg, ne correspond pas aux valeurs que nous voulons défendre. C'est un substitut et ça relègue la religion au rang des matières mineures. Pas content, l'évêché a donc porté plainte. Et il revient à la Cour constitutionnelle de Karlsruhe de trancher ce qu'elle n'a pas trouvé le temps de faire avec clarté depuis 8 ans que dure ce conflit.
Quand on reparle des dangers des antennes de téléphonie mobile, mais cette fois-ci l'inquiétude est plus vive car l'installation a été placée sur le toit même d'un établissement scolaire. Il s'agit d'une école privée à Paris. Les parents ont décidé de se mobiliser même si scientifiquement aucune étude n'a jamais démontré les risques de vivre à proximité de ce type d'antenne. Hélène Hugues, Frédéric Faure. Ça me fait un petit peu peur. Moi j'aime pas. Des fois il fait mal à la tête quand on est dans la cour. Ouais, ça fait super mal à la tête. Elle n'a pourtant jamais encore été branchée, mais elle fait déjà beaucoup d'effets. Elle, c'est l'antenne de téléphonie mobile installée l'été dernier sur le toit du collège privé. Depuis, les parents d'élèves se mobilisent pour empêcher sa mise en service. On est contre cette antenne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune certitude sur l'innocuité. Et même, il y a de fortes présomptions de nocivité. Donc, en l'absence de certitude, on veut l'application du principe de précaution. Mais l'antenne a un intérêt financier. Chaque année, France Télécom versera plus de 10 000 € de loyer au collège. Voilà pourquoi, pour quelques sous, il a fait ça. C'est incompréhensible qu'il ait pris d'un tel risque et intolérable, voilà. Et je m'interroge sur la suite de la scolarité de ma fille ici, parce que, bon... Une réputation et des finances menacées si les élèves désertent. Le collège a demandé que l'antenne soit testée. Si les résultats des études montrent qu'il y a un risque, évidemment, le collège prendra son initiative. Nous ne sommes pas une organisation maléfique destinée à polluer la vie de nos enfants, ce n'est pas le problème. En attendant, la mise en service de l'antenne a encore été repoussée d'1 mois. Et la deuxième vague de départ en vacances d'hiver, celle de la zone B, un samedi classé rouge dans le sens des départs au niveau national et qui sera également classé rouge dans le sens des retours en région Rhône-Alpes. Une journée sans doute difficile demain avec donc le retour conjugué de certains vacanciers de la zone A et de la zone B. Les enfants et les sports d'hiver avec de nouvelles initiatives, y compris la nuit pour de jeunes aventuriers. L'exemple en Savoie, Alain Doubevski, Claude Barnier. Le matériel a été distribué, toque de fourrure, lampe, pelle. La monitrice est devant, le moniteur derrière pour fermer la marche. L'ascension va commencer. On a des traces de renard et on va voir plus haut si on voit des traces de chamois. En cours de route, on parlera de traces d'animaux, d'étoiles, d'orientation à la boussole ou bien d'arbres. Parfois la route est accidentée, mais c'est tellement mieux comme ça. Plus on monte, plus il y a de la neige. Les raquettes sont indispensables. La construction de l'igloo va commencer après 20 minutes de marche. Qui c'est qui l'a pas eu? Est-ce que vous allez dormir là cette nuit? Ouais. Vous n'avez pas peur? Non. Vous savez qu'il y a des renards dans le coin? Ouais. On n'a pas peur. Bien sûr que non, ils ne dormiront pas là, mais ils ont envie de rêver, tout est fait pour ça. C'est magique pour eux. C'est la nuit, il y a les traces d'animaux, on va dans la forêt. Et il n'y a pas les parents. Et il n'y a pas les parents, bien sûr. Donc là, ça change tout. Qu'est-ce que tu vas raconter à tes amis? Tu vas la raconter cette soirée-là? Ouais. Aussi que je suis passée à la télé. Ça y est, le travail est terminé, l'instant est émouvant. Ils vont pouvoir pénétrer dans leur igloo et enfin boire leur chocolat. Alors, qui en veut du chocolat? Moi. C'est tout petit bien sûr, alors il faut s'asseoir, rester sage avant de ressortir. Alors, comment c'était là-dedans? Rigolo. Bientôt ce sera le retour dans la vallée vers les parents. Il faut montrer qu'on a réussi, qu'on n'a pas eu peur et que c'était bien. Aujourd'hui à Paris s'ouvre le salon Rétromobile avec en vedette tout particulièrement les Jaguars qui fêtent leur 80e anniversaire. Portrait d'un passionné, Luc Bazizin, Claude Barnier. Jean-Claude Ferchaud est collectionneur. Il aime la musique des vieilles mécaniques et plus particulièrement les Jaguars. Pour lui, une auto est avant tout faite pour être mobile. Cette voiture-là est unique. Il s'agit de la Mark II qui a gagné les 24 heures du Mans en 63. Un joyau à la valeur inestimable. J'aime pas beaucoup parler valeur ni argent parce que pour moi cette voiture-là, elle a d'abord une valeur, c'est que je fais avec des petits rallyes historiques, je fais le Tour de France, je fais le rallye de Paris, je fais des rallyes de club et la valeur plaisir, elle est inestimable, ça c'est certain. Depuis son adolescence, Jean-Claude dessine ses voitures de rêve, comme ici, dans cet ancien cahier d'école.
Fondée en 1922 par William Lyons, qui fabriquait avant tout des sidecars, Jaguar n'était d'abord pas une marque, mais un modèle. Alors Jaguar, ça a d'abord été le nom qu'on a attribué à une voiture avant-guerre. On a dit, ça c'est la SS Jaguar. Et puis naturellement, vous comprenez bien qu'en 1945-46, avec une marque comme SS, ça ne pouvait pas bien se vendre. Et William Lyons a dit, on oublie la marque SS, maintenant je vais prendre comme marque le vocable Jaguar. Aujourd'hui, Jean-Claude entretient le mythe et bichonne ce patrimoine historique à 4 roues. De temps en temps, quand on s'y met, on passe 2 jours de suite à nettoyer la voiture. Hein. On a une poussière, hop, on l'enlève, on regarde en même temps, on admire un peu. Puis regardez ces cuirs, là, c'est des cuirs qui sont d'origine, c'est-à-dire de 1953-54, quand la voiture a été construite. On essaye de garder toujours le matériau d'origine de la voiture parce que c'est ça qui lui donne une âme. Un esprit de cuir, de bois et de chrome qui construit kilomètre après kilomètre l'émotion d'un passionné et de ceux qui le regardent passer. Venons-en maintenant à ce nouveau dispositif de sécurité qui sera mis en place en Grande-Bretagne dans les aéroports avec cette technologie digne d'un James Bond, l'identification par l'iris de l'œil des passagers. Laurent Boussier. Mieux que le passeport, plus rapide que les empreintes digitales, voici donc le système de reconnaissance automatique de personnes le plus moderne du monde. Testé depuis quelques jours dans le terminal 3 de l'aéroport londonien d'Heathrow, cette machine permet d'identifier à coup sûr un passager en moins d'1 seconde grâce à la photographie de son œil. Le système est assez nouveau. Photographié puis digitalisé, l'iris, c'est-à-dire la partie colorée des yeux des passagers, est stocké dans une mémoire informatique. Comme l'ADN, l'iris de chaque individu est unique. Au voyage suivant, l'œil du passager sera donc reconnu instantanément par la caméra, quel que soit l'aéroport dans le monde où il embarque. L'iris est un organe interne. C'est certainement le seul de votre corps qui soit visible de l'extérieur. C'est quasiment impossible de changer d'iris. Testé pendant les 5 prochains mois par 2000 volontaires entre Londres et les États-Unis, ce système, qui nous rapproche un peu plus de Big Brother, a pour but d'accélérer les procédures de contrôle tout en assurant 100% de sécurité. Et on repart tout de suite à Salt Lake City à quelques heures de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver. La ville a été transformée en une véritable forteresse. Les chasseurs de l'armée et des hélicoptères patrouilleront dans l'espace aérien tout au long de ces Jeux. Nathanaël Dorinxa, Raymond Chaplard. Autour du stade olympique, le périmètre de sécurité est si resserré qu'il est désormais difficile de circuler entre les blocs de béton. À l'abri des regards indiscrets, l'armée procède à la fouille minutieuse de chaque véhicule. 5, 10, 15 minutes, les militaires prennent le temps nécessaire pour inspecter le moindre recoin des voitures. Dans le coffre, chaque objet susceptible de dissimuler quelque chose est fouillé, retourné, vidé par l'un des 3500 soldats mobilisés pour veiller sur les Jeux. Pour l'instant, tout est normal. Aujourd'hui, le président arrive en ville. Il y a des conditions particulières pour la sécurité? On ne nous a rien dit à ce sujet. On n'a pas d'ordre particulier. Notre job, c'est d'être sûr que ces véhicules sont contrôlés. Le président arrive dans quelques heures dans une ville où 250 millions d'euros ont été dépensés pour assurer la sécurité. Pour ne prendre aucun risque, les organisateurs ont même décidé de fermer l'aéroport de Salt Lake City ce soir pour la cérémonie d'ouverture. Dans un rayon de 72 km autour de la ville, l'espace aérien est fermé. Il est interdit de voler sans autorisation spéciale. Dans un peu moins de 6 heures, seuls les appareils militaires auront accès au ciel de Salt Lake City. Plus de 2300 athlètes représentant 77 nations et parmi elles bien sûr la France qui espère glaner un certain nombre de médailles. Je vous propose de passer en revue les chances tricolores avec Manuel Tissier. La Marseillaise, le drapeau tricolore, 116 athlètes français espèrent vivre cette scène en compétition. Laure, c'est un rêve. C'est aussi un prénom, Laure Péquigno, slalomeuse aux yeux bleus et aux jambes de feu, l'une des meilleures chances du ski alpin avec Frédéric Covilly en géant. Tous les deux dominent leur discipline depuis le début de la saison. En snowboard aussi, la France tient une pierre précieuse. Karine Ruby, championne olympique à Nagano, chef de file d'une bande de surfeurs ambitieux qui pourrait rapporter 2 à 3 podiums. Raphaël Poiré, lui, vise le titre et rien d'autre. Double champion du monde de biathlon, il avait connu l'abandon il y a 4 ans.
Surmotivé, il pourrait même doubler la mise avec le relais et donner des idées à Corinne Niogret, l'une des favorites côté féminin. Chez les gros bras du bob à 4, la médaille n'est pas hors de portée, mais en or ce sera compliqué. L'apothéose est programmée pour le 18 février. Marina Anissina et Gwendal Pesera doivent devenir les premiers champions olympiques français du patinage artistique depuis 70 ans. Mais en danse sur glace, les juges déjouent parfois les pronostics. Les Jeux, c'est aussi une plongée au cœur de disciplines confidentielles comme le squeletton. Un seul Français est inscrit dans les bosses. La retraite des meilleurs tricolores laisse peu d'espoir de médailles. Et la France du hockey sur glace ne compte pas dépasser le 10e rang, même en forçant son talent. L'objectif de la délégation française, faire mieux que le record des JO de Grenoble et Albertville en remportant plus de 9 médailles. Et en direct de Salt Lake City, nous retrouvons Frédéric Chevit, le directeur des sports de France Télévisions. Alors avant d'en venir au calendrier, peut-être un mot de la température qui, semble-t-il, ne découragera aucun des spectateurs qui commencent à arriver. Non, il fait 0 degré maintenant à Salt Lake City. Il a fait beaucoup plus froid en début de semaine. 0 degré, c'est très raisonnable ici, c'est un peu ventilé, mais ça va très bien. Effectivement, les 55 000 spectateurs qui assisteront à la cérémonie d'ouverture commencent à se diriger vers le stade olympique, d'autant qu'il a été demandé d'arriver 5 heures à l'avance pour cette cérémonie en raison de la fouille des mesures de sécurité dont on a déjà beaucoup parlé. Alors venons-en maintenant au menu de ces festivités qui seront donc retransmises en direct sur France Télévisions. Absolument. Alors le direct sur France Télévisions, à cause du décalage horaire, ça commencera chaque jour à 17h20 sur France 2, une séquence animée par Gérard Holtz. Et puis on basculera sur France 3 jusqu'en début de soirée pour se retrouver de nouveau sur France 3 en direct à partir de 23h pour toute la nuit en compagnie de Céline Géraud. Ce sera très agréable. Et puis pour ceux qui n'auront pas pu suivre les Jeux pendant la nuit, eh bien on a prévu une rediffusion des meilleurs moments de la nuit chaque matin sur France 3 à 10h40. Et enfin, à 12h20, un magazine sur France 2, animé par Laurent Luyat, juste avant le journal de Daniel Bilalian. Alors un mot quand même de ces Jeux Olympiques qui ont forcément une couleur différente. Est-ce que le patriotisme américain ne risque pas d'absorber cette compétition qui se veut planétaire ? Oui, c'est la question évidemment qu'on se pose ici. On connaît la façon particulière dont les Américains traitent parfois les événements. On sait par exemple qu'ils ont obtenu difficilement, mais ils ont obtenu du CIO l'autorisation d'utiliser cette nuit pour la cérémonie d'ouverture le drapeau américain qui a flotté sur les ruines du World Trade Center. En revanche, on ne connaît toujours pas le nom de la personne qui va allumer la flamme olympique. Beaucoup d'hypothèses circulent. On parle de l'ancien maire emblématique de New York, Rudolph Giuliani. On parle aussi d'un des fameux pompiers si méritants du World Trade Center, ou alors tout simplement, plus simplement, en tous les cas, d'un sportif américain de renom. Alors pour finir, évidemment, le prochain rendez-vous sur France Télévisions ? Alors le prochain rendez-vous, c'est cette cérémonie d'ouverture qui aura lieu donc à 3h pile, heure française, et qu'on pourra suivre sur France 3, rediffusée demain matin à 10h45 sur France 2. Et le premier sommet de ces Jeux pour lesquels, je vous rappelle quand même, France Télévisions a mobilisé d'énormes moyens. Il y aura 85 personnes ici à Salt Lake City, 65 personnes à Paris pour près de 200 heures de programme. Donc le premier sommet de ces Jeux, c'est dès dimanche à 18h avec la descente messieurs en ski alpin. Rendez-vous est pris. Merci Frédéric Chevit. À Metz, la Coupe Davis de tennis. Pour le premier tour, Sébastien Grosjean a donné donc le premier point à la France en battant le néerlandais Edvin Campos 7-5, 7-6, 6-2. Du théâtre avec l'un des grands succès de l'année, L'École des femmes, superbement interprété par Pierre Arditi. Il donne aux personnages créés par Molière un accent violent et désespéré. Une vraie performance pour Pierre Arditi qui est en scène pendant plus de 2 heures. Michel Strulovici, Marie Cazot et Frédéric Delarue. Concentration avant le grand saut. Étrange alchimie qui transforme Pierre Arditi en Arnolphe. Souvent, cette heure-là, par exemple, c'est une heure où c'est ma forme de trac. Je me dis que je suis très fatigué. D'ailleurs, je dors toujours un peu, je ferme les yeux. Je peux. Parce que je me dis que je suis pas capable de le jouer, je suis trop fatigué. Voilà. Et donc que j'ai pas envie. Ouais, c'est ma manière, moi, d'avoir peur, de me mettre en état de danger. Ça veut dire, il faut que je joue et je peux pas. C'est embêtant. Voilà. Donc chacun a ses perversités, la mienne est infinie. Perversité et folie du personnage principal, Arnolphe. Il veut épouser la jeune Agnès après l'avoir séquestrée depuis l'âge de 4 ans. Arnolphe veut fabriquer un être à sa mesure. La promenade est belle. Fort belle. Le beau jour. Fort beau. Quelle nouvelle? Le petit chat est mort.
C'est dommage, mais quoi, nous sommes tous mortels et chacun est pour soi. Mais Agnès a rencontré Horace. C'est le coup de foudre. Le tyran perd pied, sa violence explose. Je suis maître. Je parle. Allez. Obligé. Malheur à celui qui veut imposer sa loi à la nature. C'est la philosophie humaniste et libertine au sens réel du terme de Molière. C'est-à-dire que toute tentative de mettre en ordre ce qui vient de la nature, ce qui est le mouvement de la vie, est voué à l'échec et fait souffrir. Et Molière règle leur compte au tenant de l'inégalité des sexes. Bien qu'on soit deux moitiés de la société, ces deux moitiés pourtant n'ont point d'égalité. L'une est moitié suprême et l'autre subalterne. L'une en tout est soumise à l'autre qui gouverne. Plus dure est la chute pour celui qui croyait construire un monde à sa dévotion. Ainsi se termine ce journal. Dans un instant, la météo, Nathalie Rioué, puis le point route Valérie Maurice. 20h50, Nestor Burma avec Guy Marchand. 0h25, le dernier journal Laurence Piquet. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2 et on se quitte avec ces images de la fête du Mimosa à Mandelieu-la-Poule jusqu'au 18 février. Les parades de chars de fleurs envahiront les rues de la ville.